J'aurais aimé que cette séance soit un débat en direct avec Gilles Moreton. J'aurais aimé un véritable tête-à-tête et non pas par médias interposés. Mais il a refusé, 2 fois. Une fédération, c'est pas une cour d'école. C'est même pas une cour de tennis. Être opiniâtre, c'est une qualité indispensable quand on veut diriger une fédération. J'ai dit opiniâtre et j'ai pas dit têtu. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai souhaité m'exprimer aujourd'hui avec vous après le week-end qui vient de s'écouler. Tout d'abord pour remercier tous les présidents de clubs qui ont été votés. Remercier les élus Agir et Gagner qui ont obtenu vos suffrages et qui pourront représenter notre projet à l'Assemblée générale, mais de façon plus générale, remercier et féliciter tous les élus qui seront présents à l'Assemblée générale. Mais j'ai souhaité m'exprimer devant vous parce que j'ai été consterné par ce que j'ai entendu dans la bouche de Gilles Moreton lors de l'interview à beIN Sport. Consterné, mais pas étonné. Parce que si on y regarde de plus près, depuis le début de l'année, c'est une campagne de marketing politique, méthodique, systématique, par une agence qui vise tout simplement à démolir mon image. Et à côté de ça, il n'y a pratiquement aucune véritable réponse aux questions que les clubs se posent au quotidien. Et pendant tout ce temps, en ce qui me concerne, j'ai rempli mon rôle de président. Il a fallu être opiniâtre pour organiser Roland-Garros 2020. Beaucoup nous prédisaient l'échec. La saison est foutue. Sans vaccin, on ne jouera plus. Etc., etc. Mais défendre Roland-Garros, c'est défendre le tennis français et le tennis mondial. Cette décision n'a pas été un coup de tête. Cette décision, je l'ai prise le 17 mars dans l'intérêt de tout le tennis français. Pour sauver le tournoi, mais aussi pour sauver notre fédération. C'était un pari pour la fédération, mais aussi pour notre jeunesse. Les 6 mois qui ont suivi ont été, vous vous en doutez, très compliqués. Mais nous avons tenu le cap. Pour tenir aussi notre budget, car sans Roland-Garros, la fédération aurait été en danger. Pour notre jeunesse, qui a éclaté aux yeux de tous les résultats de Clara Burel, de Fiona Ferro, d'Hugo Gaston et d'Elsa Jacquemot. C'est le tournoi de Roland-Garros qui leur a permis de montrer les résultats de la politique sportive que nous avons initiée il y a 4 ans de cela. Ce tournoi, ce stade, je leur ai consacré 10 ans de ma vie. 10 ans au cours desquels nous avons travaillé pour changer l'histoire, pour donner à notre fédération et à notre pays un stade à la dimension de sa stature et de sa résonance mondiale. Merci à Jean Gachassin de m'avoir confié en 2009 le dossier de la modernisation du stade de Roland-Garros. Et j'étais fier de l'avoir à mes côtés le jour de l'inauguration dans le cours Philippe Chatrier. Le laisser aux générations futures, c'est une immense satisfaction pour nous tous. Et le résultat, vous l'avez vu, de jour comme de nuit, était juste magnifique. C'est un formidable accomplissement pour le tennis et le sport français. Et c'est une immense fierté que je partage avec vous tous. Mais je voulais vous parler de la Coupe Davis. Gilles Moreton en fait son principal argument de campagne. Mais je veux lui dire que tu n'as pas le monopole de l'amour de la Coupe Davis. La Coupe Davis, c'est ma deuxième passion,
après Roland-Garros. Dans les clubs de Corse, il y a la photo de la Coupe Davis. Lorsqu'en 1992, pendant 4 jours, nous avons fait la tournée et nous avons porté le trophée, comme pour porter la bonne parole du tennis et du sport mondial. Lorsque j'ai été élu à l'ITF, je n'ai pas voulu briller avec un titre ronflant. J'ai souhaité m'investir pour le devenir de l'épreuve. Et j'ai été, de fait, le premier Français à présider, à être le chairman du comité de la Coupe Davis. C'est en février 2016 qu'a commencé ma mission de chairman. Cette épreuve, elle était en danger depuis 10 ans. Lorsqu'en 2005, l'ITF a commis une erreur, sans doute une erreur fatale, de placer la Coupe Davis dans les semaines qui suivaient les tournois du Grand Chelem. Lorsque les meilleurs joueurs du monde, qui arrivent traditionnellement dans les derniers tours du tournoi, eh bien, arrivent exténués dans la semaine suivante. Mais c'est quoi le danger qui pèse aujourd'hui sur la Coupe Davis ? Le premier danger, c'est que la fédération nationale ne puisse plus désigner son capitaine. Et le danger qui en résulte, c'est que le capitaine ne puisse plus désigner ses joueurs. Le danger, c'est que la Coupe Davis ne soit plus une rencontre entre les nations, une rencontre internationale. La Coupe Davis, c'est à la fois un trophée, mais aussi une compétition professionnelle. Et en 2016, elle était déjà gravement malade, mais personne ne le savait. Car c'est la participation des meilleurs joueurs mondiaux qui fait la force de cette épreuve. Mais pas seulement. Ce qui fait la force d'une épreuve professionnelle, eh bien, c'est son audience. Et en 2016, son audience commençait à décroître fortement. Gilles Moreton a comparé la Coupe Davis, j'espère que vous l'avez entendu comme moi, à la Tour Eiffel, à laquelle on va donner un coup de peinture tous les 2 ans. C'est juste ridicule de la part de quelqu'un qui se prétend être un expert du marketing sportif. La Coupe Davis, c'est une épreuve professionnelle. Il faut des recettes pour pouvoir payer les joueurs professionnels. Or, entre 2007 et 2017, vous avez le graphique qui s'affiche. Les sponsors ont quitté régulièrement la Coupe Davis. Mais revenons un peu en arrière. En 1991, Philippe Chatrier, alors président de la Fédération internationale, signe un partenariat avec une société japonaise d'électronique qui s'appelait NEC et passe un accord avec les nations du groupe mondial pour que d'un côté le prize money vienne du sponsor et que de l'autre, les nations conservent 90% de la billetterie. En 2016, lorsque j'arrive au comité de la Coupe Davis, l'ITF travaille depuis 2 ans sur un projet auquel je n'adhérais pas, celui du Final Four, celui qui prévoyait que les demi-finales et les finales se déroulent sur un même site. En juillet 2017, j'affirme mon désaccord avec ce projet. Et ce projet, finalement, sera retiré de l'Assemblée générale de la Fédération internationale, mais en maintenant un vote sur le principe de réduire les rencontres de 5 à 3-7. Mais le résultat ne s'est pas fait attendre. Les traditionalistes, qui voulaient surtout ne pas toucher au 5-7, et les modernistes, qui voulaient absolument réduire la compétition en termes de durée, se sont rejoints pour rejeter le projet. Et là, il a fallu repartir d'une feuille blanche. En septembre 2017, je réunis le comité
de la Coupe Davis et on décide d'étudier 4 options et de les faire évaluer par un organisme indépendant. Mais entre juin 2007 et décembre 2017, il y a un phénomène que personne n'avait réellement anticipé. En juin 2007, rappelez-vous, c'est la sortie de l'iPhone. Et là, c'est le digital qui commence à prendre le pas. L'audience digitale devient un élément de référence des sponsors. L'audience dans les stades n'est plus le seul indicateur. Et le professionnalisme entre dans une nouvelle ère et personne à l'ITF ne l'avait vu venir. L'audience digitale, c'est la dégringolade pour la Coupe Davis, comparée aux grands événements professionnels. C'est la montée en puissance des circuits WTA et ATP. Mais surtout, c'est la montée en puissance des grands chelems qui mettent la Coupe Davis sous l'éteignoir. Problème de place dans le calendrier, problème de jouer, comme je l'évoquais tout à l'heure, après les grands chelems australiens et américains. Alors, quelle chance de succès avions-nous en septembre 2017? 3 critères. La participation des meilleurs joueurs, l'audience dans les stades et l'audience digitale et l'engagement du partenariat. 4 solutions ont été évoquées. Et je dis ça à tous ceux qui pensent que nous avons pris cette décision sans aller chercher au fond ce qui pouvait être le mieux pour cette épreuve. Le statu quo, 59% de chances de succès. Un groupe mondial à 30 équipes, 52% de chances de succès. Une Coupe du Monde tous les 2 ans, 60% de succès. Et puis, la proposition des joueurs en septembre 2016, lors du conseil professionnel à l'US Open, une Coupe du Monde réunissant entre 16 et 18 équipes avait 78% de succès. La proposition des joueurs était celle qui était le plus viable. La situation était critique et l'ITF était menacé de faillite. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'ITF, ça n'est pas une grande fédération avec un budget énorme. Le budget de l'ITF égale au budget fédéral, si on exclut Roland-Garros, à peu près 70-75 millions de dollars. J'ai défendu la Coupe Davis sur 2 ans. Mais cela n'a pas pu voir le jour. Parce que la Coupe Davis, parce que la Fédération internationale ne pouvait se priver une fois tous les 2 ans de pratiquement les 3/4 de ses recettes. Et je veux rétablir une vérité. La Coupe Davis n'a pas été vendue. Le trophée appartient toujours à l'ITF. C'est le comité de la Coupe Davis qui fixe les règles. Et c'est la Fédération internationale qui désigne les officiels et notamment le juge-arbitre. Et puis, je veux rétablir une deuxième vérité. La Coupe Davis n'a pas définitivement quitté le sol français. Il se trouve qu'en 2021, qui est le report de la saison de 2020, eh bien, nous avons obtenu une wildcard. Ça veut dire que nous irons directement dans le tableau final. Mais si tel n'avait pas été le cas, nous aurions pu, au mois de février, sur le tour de qualification, recevoir une rencontre de Coupe Davis ou aller jouer à l'extérieur. Le principe du home and away n'a pas disparu du format de l'actuelle Coupe Davis. Mais pour l'instant, c'est toujours les nations qui désignent leur capitaine et c'est toujours les capitaines qui font leur équipe. Seul le business est assuré par un prestataire qui paye un forfait annuel à la Fédération internationale. La Coupe Davis est une épreuve internationale, entre nations. Et les joueurs sont habitués chaque semaine à concourir pour un prize money qui est lisible, qui est annoncé par les organisateurs de tournois. Les joueurs n'acceptent plus ces écarts de rémunération tels que vous les voyez
affichés. En 2013, pour la rencontre Serbie-République tchèque, le chiffre d'affaires de la billetterie est de 800 000 $. En 2014, lors de cette magnifique rencontre contre l'équipe de Suisse à Lille, le chiffre d'affaires de la fédération est de 5 790 000 $. Et là, c'est la tradition qui s'applique. Parce qu'en 1991, lorsque l'équipe emmenée par Yannick Noah remporte cette épreuve, la fédération décide, et c'est la tradition depuis, de laisser tout le bénéfice aux joueurs. Mais à ce moment-là, le déséquilibre se crée. Comment un joueur comme David Goffin, qui a ramené 2 points, va toucher pratiquement 10 fois moins qu'un joueur de double de l'équipe de France? Le déséquilibre s'installe, le malaise s'installe entre les joueurs professionnels. Et puis, ce deuxième gap, on va le retrouver pour la finale, victorieuse pour nous, en 2017, face à la Belgique. Alors, le résultat, et c'est sur quoi je veux particulièrement insister, c'est que désormais, les nations et les joueurs sont à la recherche d'une équité. Désormais, avec le modèle de la nouvelle Coupe Davis, il y a le prize money des joueurs et le prize money des nations. Celui-ci est affiché et connu de façon à ce que l'engagement des nations et des joueurs soit récompensé. Alors, la France est un pays riche dans le tennis, comme toutes les nations du Grand Chelem, grâce à Roland-Garros. Devait-on prendre le risque d'être isolé? Devait-on prendre le risque d'être égoïste? Devait-on prendre le risque d'être ce qu'on reproche souvent aux Français, d'être arrogant? Le vote a été largement en faveur de la réforme, car toutes les nations en sortaient gagnantes. Mais la Coupe Davis est-elle sauvée pour autant? La question mérite et reste posée. Le véritable défi qui s'offre à nous, c'est celui du professionnalisme. Quelle est la place qu'a aujourd'hui une rencontre internationale par équipe dans le calendrier mondial? Alors, le marché du tennis mondial, aujourd'hui, ne peut se payer 2 épreuves. Le lien et la relation avec l'ATP est essentiel. Cette crise du Covid nous a rapprochés. Il faudra travailler et travailler encore pour parvenir à cet objectif de fusionner les 2 épreuves. Et il faudra être très persuasif pour cela. Alors, pour conclure, j'ai voulu prendre ce temps pour aller au fond des choses. Vous parler avec mon cœur, avec mes tripes et bien plus encore. Je vous dis, faites attention aux boniments et aux effets de manche. Est-il réaliste d'avoir une licence à prix variable? Est-il réaliste que des ligues fixent des objectifs de progrès pour des enseignants de club à la place de leur président? Est-ce que M. Moreton a entendu parler du lien de subordination? Est-il réaliste qu'une ligue puisse fixer des profils de poste à la place des dirigeants de l'association? Est-il réaliste d'interdire à des entraîneurs masculins d'aller accompagner individuellement des jeunes juniors? Est-il réaliste d'aider les clubs à mieux connaître leur municipalité? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse que nous devrions apprendre et connaître? Est-il réaliste, encore, de parler tout le temps du club de demain, du modèle économique de demain, alors que les clubs, nous le savons et vous le savez, se gèrent au quotidien? Est-il acceptable de définir un club référent par secteur géographique qui assurera la formation des meilleurs jeunes du territoire au détriment du club dont ils sont issus?
est-il réaliste, encore, de vouloir dissocier le padel du tennis, alors que les plus grandes réussites qu'on constate sur le terrain, c'est quand les deux fonctionnent ensemble. Ce qui est réaliste, c'est qu'on peut se demander quels sont les clubs qui ont inspiré ce projet. Ce qui est réaliste, c'est que l'autre tennis qu'on vous propose, c'est le tennis d'avant. Celui où on aimait être entre soi et pas avec les autres. Je le dis aux présidentes et aux présidents de clubs, votre plus grande force, votre plus grande énergie, c'est votre quotidien. Et c'est à partir de votre quotidien que nous voulons mettre en place votre plan d'action de club de tennis. Le pacte, la politique fédérale va partir du quotidien des clubs. Alors, maintenant que tout ceci est éclairci, et sachant, vous le savez, que je suis connecté, que je reste à votre écoute, et que vous pouvez m'interroger, et que vous pouvez surtout interroger tous nos candidats qui sont sur le terrain, et qui portent ce projet, et qui ont contribué, dirigeants de clubs, dirigeants de comités, dirigeants de ligues, joueurs, entraîneurs, qui ont contribué à produire ce projet Agir et Gagner 2024 qui est inédit. Une nouvelle fois, je vous le dis, faites le bon choix. Soutenez le projet Agir et Gagner, soutenez les candidats qui le portent sur votre territoire.